Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Tiens, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis perdu. Truman Show, Truman C'est ça. Show. Exactement. Bonjour Samir, de la chaîne Microciné. Comment ça va? Je sais pas. Je sais pas, t'es Je perdu sais, là. je sais pas. Ouais, Je sais pas du tout. Jules le gardien, qu'est-ce que ouais. On se tu m'annonces? retrouve. Ben oui, mais toujours c'est un plaisir. Je suis agréablement surpris de te voir, mais comme disent certains jeunes, wesh, Wesh, qu'est-ce que je fais là? qu'est-ce que tu Ouais, fais là? Wesh, wesh. mais je sais pas, il y a une émission qui s'appelle Fait croquer, dans laquelle tu m'as interviewé. Mhm. J'ai vu que dans les commentaires, ça revenait souvent que les gens voulaient voir bah, l'intervieweur interviewé. Et ben moi, je me suis dit, je pense que il faut que je relève le défi. Ça tombe parfaitement bien, puisque tu viens d'avoir 1000 abonnés. Tu es enfin une star sur YouTube. Et donc, il est temps pour toi de passer à l'interview. On va découvrir qui est vraiment Samir de la chaîne Microciné. Alors, je vais rappeler qu'est-ce que c'est Fait croquer. Oh le salaud! Tu n'oseras pas le faire. Tu n'oseras pas le faire. Ah, Ça, si, je vais le faire. c'est le Et papa je- de 45 ans qui te dit attention! Fait croquer, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui questionne ceux qui s'intéressent à ceux qui questionnent le cinéma sur Internet, que ce soit par l'intermédiaire d'un blog, d'une revue ou d'une chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ouais, on s'intéresse à la chaîne Microciné, donc la chaîne qui a créé ce concept, hein, que je m'amuse, enfin je me délecte voilà, de faire cette interview. Ça va être un moment qui va me ravir. Tu connais la question mythique, j'ai envie de dire, celle que tu poses à chaque fois. Quelle est Ouais. ta première image, Samir? Et si oui, si tu en as une, laquelle? Ah oui, ouais. Déjà, merci beaucoup, Jules, de t'être incrusté comme ça chez moi. Ça me fait poser pas mal de questions sur le rapport que vous entretenez, vous, les gardiens du cinéma, avec l'intimité des gens. Voilà, c'est dit. On en reviendra peut-être un jour là-dessus, mais Ah, carrément. ça m'inquiète un peu. Vous êtes un peu des Watchmen, quoi. Mais Ouais, c'est ça. qui regarde les Watchmen en même temps? Et deuxièmement, fait croquer. Alors là, je vais profiter de cette occasion quand même pour rendre à César ce qui appartient à César. Alors j'avais beaucoup expliqué dans certains moments, dans des lives comme cela, que l'idée d'aller discuter avec des personnalités qui questionnent le cinéma sur Internet, elle m'est venue en découvrant l'interview vérité que vous faites chez vous, les gardiens du cinéma. Voilà, donc déjà ça, au moins je préfère le dire. Et le titre Fait croquer renvoie à un court métrage que j'avais découvert en 2000, je crois que c'est 2012, un court métrage réalisé par un cinéaste qui s'appelle Yacine Knia, un cinéaste français, et c'était un film que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, donc c'est un clin d'œil que je fais à Yacine. À chaque fois que je dis Fait croquer, je lui fais un clin d'œil. Et voilà, c'est pour ça Et que tu payes des droits d'auteur aussi. aucun, Ok, non, ça parce que je suis un sauvage. Et en va. tant que sauvage, on ne se permet pas ce genre de considération. Je suis comme Godard, tu sais. Enfin, je suis comme Godard. Je reprends ce que dit Godard. L'auteur n'a pas le droit de réclamer son droit d'auteur. Voilà, il doit faire cela comme ça. Donc, Ouais. Sauf quand il mais parle de Tarantino et qu'il dit qu'il n'a pas payé pour bande à part. c'est Mais un bon, faquin. C'est un c'est un faquin. faquin, un pauvre type. Voilà, et c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est ça. C'est Ouais, pas, c'est voilà. ça. Bah écoute, en fait, il y a deux images qui m'ont marqué et une troisième que j'ai redécouvert il y a quelques jours de cela en discutant avec Saad Chakali au cours d'un entretien concernant le modernisme selon Serge Danet, qui était un critique de cinéma. Et trois images qui ont cette particularité d'avoir un lien très fort avec la télévision comme objet. La première image, j'en ai beaucoup parlé, c'est celle de la séquence de conversation nocturne entre Janet Leigh et Anthony Perkins dans Psychose. La séquence qui vient juste avant celle où le récit prend une tournure effrayante et qu'on ne devinait pas. Et cette séquence-là, je l'ai découvert quand j'étais gosse. J'avais 7 8 ans et je me trouvais en Algérie, en Kabylie, dans un petit village kabyle.
Et il faisait nuit et la télévision était allumée dans une salle éclairée. Il y avait pas mal de membres de ma famille. Mes parents n'étaient pas là parce que je pense que si mon père avait été là, il m'aurait interdit de voir ce film. Mon père mon père comment dire, il n'est pas amoureux du cinéma, mais c'est un passe-temps qui l'apprécie énormément. Il n'est pas cinéphile, il n'est pas cinéphage, mais c'est quelqu'un qui connaît un peu et qui m'a transmis, sans le savoir, sans le vouloir, des films. Parce que quand il était le week-end fatigué de la semaine qu'il venait de passer, il se posait et puis il mettait des cassettes vidéo. Et moi qui passais par là, je m'arrêtais, puis je regardais avec lui et j'ai vu des films pour adultes, c'est-à-dire des films dans lesquels il y a des réflexions que les enfants ne peuvent pas forcément percevoir, mais qu'ils peuvent sentir. Par exemple, El Perdido de Robert Aldrich, qui est un western très, très, très psychologique. Et c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai commencé à me poser pas mal de questions, et c'est là que mon père m'avait dit cette phrase qui m'est restée et que j'ai contredit pendant plus de 22 ans, à savoir, quand on voit un film, Samir, on se pose pas de questions, on se prend pas la tête. Bon bah, j'ai fait le contraire. Et trop tard. Et là où je veux en venir, c'est que mon père connaissait Hitchcock, connaissait Psychose, et s'il avait vu ça sur cette télé, il aurait dit non, c'est pas pour toi. Donc le film que je voyais, je ne le connaissais pas, je ne savais pas, je ne pouvais pas l'identifier, je ne savais rien. Je savais juste que c'était un film en noir et blanc qui passait sur la télévision algérienne, le NTV, l'entreprise nationale de télévision algérienne, l'unique, comme il l'appelait à l'époque. Maintenant, il y a plusieurs chaînes. Et il y avait ce film qui passait là, comme ça. Et moi, je suis devant la télévision et je n'entends rien de ce qu'il y a autour de moi. Et j'avance comme Janet Leigh avance maladroitement dans le récit sans savoir que le récit va lui faire la nique et en même temps me fera la nique à moi aussi. Et cette image-là où elle discute avec Anthony Perkins, où la durée est très fascinante, c'est une image qui m'a beaucoup marqué. Donc il y a celle-là et je crois que ça m'a ouvert les portes vers l'acceptation de la durée qu'utilise un cinéaste pour regarder le monde. C'est pour cela que le soulier de satin de Manuel de Oliveira, qui dure, je crois, plus de 10 heures, quelque chose comme ça ne me dérange pas. J'y vais. Et c'est parti. Je dis pas que je vais le voir tous les mois. Je dis pas que je le verrai peut-être pas en 2 parties, mais ça me dérange pas. Je peux y aller. Ou les films de Lav Diaz, ça m'intéresse énormément et ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup ça. Et la durée, elle est aussi très intéressante dans un film de John McTiernan. La durée n'est pas forcément la longueur du plan, c'est la lenteur du plan. Et la lenteur, c'est très beau aussi. Donc cette image-là. La deuxième image, c'est une image qui est liée à la télévision, à un assassinat en direct, celui du président Mohamed Boudia, qui était président algérien au début des années 90. Ce jour-là, c'était, je crois, le 29 juin 92, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'était en juin 92, c'était quelques jours après la mort de Serge Danet. Ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi il y a quelques jours, ça m'a un peu déstabilisé, ça. Serge Danet qui a beaucoup parlé de l'image manquante, du rapport à la grande histoire, et quelques jours après, il y a la mort de Boudiaf qui sera une des images marquantes qui me construit, en tout cas, en tant que loueur d'images, loueur de cinéma, pour reprendre la phrase de Luc Moulet. Mais en fait, ce qui m'intéresse, enfin, à ce moment-là, je regarde Côte Ouest avec ma mère, et surgit comme ça, en début d'après-midi, une espèce de bannière sur la télé qui indique la mort du président. Quelques heures après, on va découvrir cet assassinat en direct. Enfin, on verra des images, mais c'est un montage. Il y a un plan qui a été retiré, c'est le plan où l'on voit le président se faire tuer. Et ce plan-là, il manque à tout le monde, il manque à beaucoup de gens. Et c'est mon image manquante et c'est le hors-champ. Et c'est ça, en fait. Donc la durée, le hors-champ, pour moi, c'est les aspects qui m'ont intéressé, qui m'intéressent dans le cinéma. Et il y a une troisième image récemment que je viens de découvrir qui m'a aussi marqué. C'est la mort, l'exécution du couple Ceausescu pendant la Révolution roumaine, suite à un procès tribunal populaire. Et je découvrais, avec mon père d'ailleurs, que le cinéma avait filmé cela, qu'il y avait du cinéma à ce moment-là. Donc on a des images de ce qui s'est passé à l'époque, de cette révolution. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc c'est lié aussi à la grande histoire. Et ça m'intéressait de me dire que je participe
au mouvement fantomatique de la grande histoire à travers la réceptivité du cinéma. Ces 3 images marquantes continuent de me travailler. Ah, d'accord, bon. C'est très intéressant, on apprend déjà pas mal de choses sur toi, on comprend un peu ton approche du cinéma et notamment de la mise en scène aussi, qui donc paraît très importante lorsque tu parles de ces images-là, notamment la durée, le hors-champ. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus cinématographique que ça? Je me demande. Donc, ça me pousse à donc une question qui revient souvent chez toi et qui, moi, m'intéresse particulièrement parce que nous n'avons pas le même âge, nous ne sommes pas de la même génération. Ouais. Et je suis curieux de savoir comment ta cinéphilie a évolué donc au fil des années et au fil des évolutions aussi qu'il y a eu, que ce soit au niveau de la presse, du journalisme cinématographique et aussi donc de l'arrivée d'Internet. Je vais donc te demander d'où vient cette passion du cinéma. Est-ce qu'elle est reliée totalement à ces images-là? Et qu'est-ce qui t'a poussé véritablement à y aller? Et voilà, parce que tu as quand même, si je ne m'abuse, toute ta vie en fait est fondée autour du cinéma. Complètement, je pense que tout ce que je vais te dire maintenant, ça découle d'une réflexion que j'ai depuis quelques années. C'est-à-dire que je vais te parler certainement de périodes liées à mon enfance et à mon adolescence, mais à aucun moment à cette époque-là, je savais ce que je faisais. Et je savais, non, ce sont des questionnements qui sont arrivés il y a plus de 10, 15 ans, et parce que aussi j'étais confronté à des positions éditoriales de la part d'autres critiques de cinéma qui m'ont fait réfléchir sur mon rapport à l'image. En fait, c'est pour ça que je trouve que la critique au cinéma est un métier fascinant, c'est que ça n'est pas unique, la critique au cinéma n'est pas, et n'a jamais été l'action de dire j'aime ou j'aime pas et d'expliquer et de convaincre qui que ce soit. En tout cas, moi, personnellement, non, ça n'est pas ça, la critique de cinéma. D'abord, c'est un exercice littéraire. C'est une activité littéraire. C'est un exercice littéraire, la critique d'art. La critique de cinéma, c'est de la critique d'art. Il y a un exercice littéraire. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, et cette chose qu'il a vue, après en avoir parlé avec d'autres personnes, il a très envie aussi d'écrire pour quelqu'un d'autre, ou pour plusieurs personnes. Et donc, il détient pas de vérité, mais il détient sa propre vérité, ce qui est déjà pas évident. Et cette vérité qu'il a, il va la travailler, il va en faire un exercice littéraire, et il va la transmettre à d'autres personnes. En disant, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça la critique de cinéma, c'est qu'est-ce que tu en penses? Et toi, tu lis, et tu dis, non. Et je vais te dire pourquoi. Et c'est ça la critique de cinéma. C'est exactement cela. Quelqu'un qui écrit un article en disant, ou quelqu'un qui parle avec cette capacité d'effacer l'autre, ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de savoir que l'autre a besoin de moi pour pouvoir me dire les choses. Et c'est pour ça que je suis très, je suis pas à l'aise parfois face à certains youtubeurs ou certains écrivains ou certains critiques de cinéma qui sont brillants, mais je ne sens pas de transmission, je ne sens pas qu'il y a cette question qui est posée, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et donc à partir du moment où il n'y a pas cette question-là, j'ai pas trop envie de leur consacrer du temps. Donc le cinéma a toujours été là, hein. J'ai toujours été baigné d'images, toujours entouré d'images, que cela soit par un oncle qui, dans les années 80, filmait avec un énorme caméscope, VHS et cam. J'ai commencé moi aussi à faire quelques trucs. Les films étaient toujours là, des films de genre hollywoodiens, souvent que des films américains, et beaucoup de films français de l'entre-deux-guerres. Mais beaucoup le cinéma de papa, ce qu'on a appelé le cinéma de papa. Donc je connais parfaitement sur le bout des doigts tout ce cinéma-là, c'est-à-dire tout le cinéma qu'ont critiqué les jeunes Turcs décaillés, c'est-à-dire les Granger, Denise de la Patoyère, Jean-Paul Le Chanois, Verneuil, Audiard, Roger Richebey, tous ces gens-là, je les connais parfaitement, j'ai vu leurs films, donc je peux en parler, et je n'aime pas leurs films, parce que ces films-là ne m'ont jamais parlé, je les ai trouvés chiants, horribles, voire même un peu réactionnaires, et surtout du anti-jeunisme, mais alors anti-jeunisme comme j'ai jamais vu ça. C'est des films qui n'aiment pas la jeunesse. C'est terrible les films qui n'aiment pas la jeunesse. Alors que quand j'ai commencé à découvrir les films de la Nouvelle Vague,
qui ne sont pas des films d'appartements où des bourgeois se posent des questions sur l'existence de leur vie. Ça, je sais pas qui a dit ça, mais c'est faux, hein. Parce que quand on voit les films, c'est pas comme ça, hein. Ça n'a jamais été ça. Vraiment. Bon, c'est vrai que dans Une femme est une femme, il y a beaucoup de scènes d'appartements. Mais franchement, si vous ne rigolez pas en voyant Brialy et Anna Karina se disputer à la manière de Godard, franchement, c'est que je pense qu'il y a un gros souci. Donc, c'est plutôt des films aériens, qui se passent dehors, qui ne se passent plus en studio, et qui parlent de la jeunesse, qui parlent de la guerre d'Algérie, qui parlent de c'est quoi être amoureux de quelqu'un, c'est quoi douter. Ça peut être des comédies musicales, ça peut être un mec qui a besoin d'aller voir sa copine pour lui retirer de l'argent et qui à la fin dit qu'elle est dégueulasse. Ça peut être une relation d'amour à trois. Et là, j'ai compris que je pouvais exister et ça me parlait, ça me tutoyait. Et donc, et puis surtout, je trouvais que c'était un peu ma vie. Il y a une résonance avec l'actualité qui était fascinante. Donc, j'ai toujours été baigné, bercé d'images depuis toujours. Et le cinéma est devenu un moyen pour moi d'exister dans ce monde. C'est en regardant les films que je comprenais ce monde. C'est en regardant les cultures des uns et des autres que je comprenais ce monde. Alors au début, il y a eu surtout le cinéma américain hollywoodien, c'est-à-dire entre 1930 jusqu'à 1960, puis tous les films jusqu'aux années 80. Et puis il y a eu aussi ces films français dont je te parlais. Et il y avait les films de ma période, c'est-à-dire les années 80, les films américains encore, euh, tous ces films de cette période, Zemeckis, Spielberg, tout ça, tout ça. Donc j'ai été bercé, baigné par cela. Mais c'est à la fin des années 90, à la fin des années 80, je devais avoir peut-être 14-15 ans, où j'ai commencé à m'intéresser à autre chose, voir un peu ce qu'il y avait ailleurs qu'aux États-Unis et en France. Et c'est là que par exemple, je me suis intéressé un petit peu au cinéma d'Afrique, et surtout avec les moyens du bord, parce qu'il faut pas oublier en 90, il n'y a pas Internet, ça n'existe pas, donc c'est très compliqué. Et moi, je suis un enfant de la télé, je ne suis pas un enfant de la salle de cinéma. J'ai tout vu à la télé. Rarement j'ai été. C'est pour ça que malheureusement, euh, ça, le fait d'aller au cinéma ne me manque pas, vu que je n'ai jamais réellement été un enfant des salles du cinéma. C'est en devenant critique de cinéma que j'ai commencé à beaucoup plus, à me rendre beaucoup plus dans les salles du cinéma, dans les festivals, etc. Donc la cinéphilie a toujours été là, toujours. Depuis, le cinéma a toujours été là. Depuis combien de temps, je ne sais pas, mais toujours, 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 toujours. Les images étaient importantes pour moi pour comprendre ce monde. Mais là, je te parle pas du fait de discuter. Je parle juste de regarder les films. Ça a D'accord. toujours été pour moi un acte solitaire. Hmm. D'accord, oui. C'est intéressant pour toi qui aime justement beaucoup dialoguer, qui en a fait ton métier justement du dialogue et qui le fait encore aujourd'hui. On va revenir sur la critique, mais est-ce que tu as des précepteurs? Donc tu parlais de ton père, de ton oncle. Est-ce que tu as eu des professeurs aussi ou des personnes qui étaient plus implantées dans le cinéma aussi, qui t'ont amené à te questionner sur le cinéma et aussi à te dire mais peut-être que c'est ta vie, peut-être que tu vas en faire ton métier, tu vas aller dans ce secteur. Non, non, je suis autodidacte. J'ai vraiment appris tout seul les choses jusqu'à la fac, c'est-à-dire en 97. euh, J'apprenais tout seul les choses, à écrire seul dans mon coin. Je lisais beaucoup, énormément. J'étais aussi un grand lecteur, hein. La littérature a toujours été un aspect très important dans ma vie aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive à lire beaucoup de livres assez rapidement et de pouvoir faire pas mal d'interviews dans la même semaine. C'est parce que j'adore lire et je lis assez vite et je lis beaucoup. Je fais que ça d'ailleurs. Ça me passionne. Mais c'est vrai que quand j'arrive à la fac, euh, je rencontre des personnes, des gens, d'ailleurs dont merde, oh putain, Julien et Thomas. Je les ai rencontrés. Thomas, il est venu plus tard, c'est quelques mois plus tard, mais c'est plutôt Christophe Régin que je rencontre, qui est réalisateur d'ailleurs, qui a fait un film récemment, et deux, trois autres personnes. Puis le groupe commence à se former et on voit des films, on en parle entre nous, mais la critique du cinéma, je comprends très vite que ça n'est pas forcément, c'est pas forcément leur envie, même si certains vont écrire des choses, hein, dans Querelle. Ça, il faudra que je parle de Querelle aussi, effectivement. Bah, On d'ailleurs, va y venir, on va y on venir. va y venir. Ça, On va y venir. c'est une date importante dans ma vie, ça, Querelle. Vraiment. Mais en fait, et j'écrivais dans mon coin, comme ça, tranquillement. Et puis, en 98, il y a un concours organisé par
le ministère de la Jeunesse et des Sports. À l'époque, c'était Marie-Georges Buffet qui était ministre, et qui lance un concours euh, pour nommer, pas pour nommer, non, parce que c'est un concours, donc c'est les meilleurs critiques de France. Pour alors c'était quel âge? En fait, c'était pas pour les adolescents, oui, c'était à peu près entre 18, si, c'est entre 18 et 25 ans, quelque chose comme Mm. ça, un truc comme ça. Donc moi j'ai participé, je représentais l'Île-de-France avec plein d'autres personnes, et j'ai gagné. J'étais représentant de l'Île-de-France. J'avais fait un article. J'avais fait un truc sur la nuit américaine de Truffaut et sur Rome ville ouverte de Roberto Rossellini. Et Ouais. j'ai Donc, pas gardé facile déjà. Oui, mais moi à l'époque, pour moi tout est facile. Hmm. Tout est simple. On peut parler de Godard comme ça, on peut parler de stage comme ça. Maintenant, je sais que non, c'est pas aussi évident que cela. En tout cas, je sais que c'est pas comme cela qu'il faut en parler. Maintenant, je les ai gardés, je les ai gardés les papiers, et quand je les relis. Enfin, ça me fait, j'ai honte, mais j'ai vraiment honte. Et je dis, c'est pas possible de parler. C'est très scolaire, c'est surtout très évident. Et puis surtout, c'est très copié. Dans La Nuit américaine, je copie le style Truffaut. Parce que les premiers critiques que j'ai lus, c'est surtout ceux de François Truffaut. Celle de François Truffaut, pardon, une critique, celle de François Truffaut et de Jean-Luc Godard. Mais parce que pour moi, ils étaient beaucoup plus simples. Danet, c'est beaucoup plus tard. Romer, c'est beaucoup plus tard. Biatoussi, tout ça. Mais c'était vraiment Truffaut. Et Truffaut, je me suis identifié complètement lui parce que je suis un autodidacte. En fait, moi, j'ai eu une scolarité horrible, extrêmement horrible. C'est-à-dire que je suis arrivé même à être en BEP, vente, CAP, BEP. Donc j'ai fait ça et je suis revenu ensuite à la fac. Mais donc je suis vraiment, j'ai redémarré de zéro pour dire que c'est pas la Et, première fois que je redémarre et de moi, zéro. j'ai une question à ce niveau-là. Oui. Parce que tu as grandi en Algérie et donc tu as fait tes études après en France. Comment ça s'est passé aussi est-ce que tu as toujours navigué entre l'Algérie et la France ou est-ce que vraiment quand tu es rentré dans le cinéma, tu es plus allé vers la France ou vers l'Algérie ou... Hmm. Je suis vraiment curieux. Alors, je suis né en France, en fait. Tu es né en France, Je d'accord. suis né en France en 76. Je n'ai Hmm. jamais grandi, j'ai jamais vécu en D'accord. Algérie, sauf 4 années, entre Hmm. 2011 et 2000. Non, c'est 4 années, enfin, je veux dire, c'était milieu 2011 jusqu'à fin 2014. Donc, c'est 3 ans et demi, pratiquement 4 années, où j'ai vécu et travaillé en Algérie avec mon épouse. Et à l'époque, je n'avais que Dalia, donc ma fille aînée. Et donc, on a travaillé là-bas. Mais moi, je n'ai pas grandi en Algérie. Je n'ai D'accord. pas. C'est important parce que, alors, je me sens extrêmement proche de ce pays, de par mes origines, et puis que je Et suis de ce que lié tu à ce pays racontais aussi intrinsèquement. par rapport à ton Exactement. image. C'est pour ça que... Voilà, c'est très très Hmm. fort. Mais l'Algérie, je ne l'ai pas, je ne connais pas ce pays pour ne pas y avoir vécu au quotidien. Hmm. D'accord. Mais c'est vrai que depuis maintenant. Depuis 21 ans, je m'y intéresse davantage et je me suis surtout intéressé au cinéma. Quand je dis que le cinéma m'aide à exister dans ce monde, le cinéma m'aide à me réconcilier aussi avec certaines choses que j'ai plutôt mises de côté. Et c'est grâce au cinéma que je me réconcilie avec ces choses-là. Et je dis pas que le cinéma est plus important que la vie. En tout cas, elle n'est pas plus importante que ma vie. Ça, c'est évident. Hmm. Mais le cinéma m'aide à voir autrement les choses. Mais est-ce que Et, tu le dissocies donc de ta vie? ah oui, carrément, carrément. Est-ce que, d'accord, donc Oui, c'est pas dans ta vie, tu maintenant. vois pas. Maintenant, oui. Hmm. Maintenant. Mais dans les années 90, non, non, pour moi, c'était plus important que la vie, le cinéma. J'étais réellement, c'était 5 6 films par jour. Et il Hmm. fallait écrire, j'écrivais, j'étais un zombie, j'étais réellement un cinéphile zombie, et je voyais tout ce qu'il y avait. Et j'écrivais, je prenais des notes, je faisais des listes avec les cinéastes, j'ai dit, tiens, il faut absolument que je le voie un jour ce film. Non, 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 c'était quelque chose qui était au-dessus de moi. Maintenant, je suis plutôt au-dessus du cinéma. Non, non, c'est moins important que ma vie. Mais, et là où je veux en venir, pour revenir au mentor et tout cela, j'ai un mentor qui, dans les années début 2000, m'a repris en main, on va dire ça comme ça, et m'a expliqué qu'il fallait absolument que j'efface tout ce que j'avais plus ou moins appris, et qu'il fallait que j'écrive autrement. C'est Olivier Barlet, qui est directeur de publication et rédacteur en chef d'Africulture, qui est une revue sur Internet et aussi une revue papier qui s'intéresse aux cultures d'Afrique. Et c'est grâce à lui que j'ai appris réellement ce que c'était que la critique de cinéma, et j'ai travaillé sous sa direction, et c'est avec lui que je me suis formé.
Donc lui, ça a été mon mentor, c'est lui qui m'a dépoussiéré, qui m'a bien perturbé, bien recadré, et qui m'a aussi appris à voir, qui m'a appris aussi à ne jamais voir un film. Enfin, les films sont tous égaux, comme disait André Bazin, mais c'est pas parce qu'un film provient d'un pays où l'industrie est un peu délétère qu'il faut être misérabiliste avec ce film. Non, Mm. c'est égaux, il faut le traiter comme tel. Et ça, parfois, ça m'a coûté des problèmes, parce que quand, par exemple, tu parles d'un film, je sais pas moi, un film sénégalais où l'industrie n'est pas si terrible que ça, et que tu dis pourquoi c'est pas bien, et il y a des gens qui te disent oui, mais tu sais, c'est un film d'Afrique, il faut. Non, non, il faut être comme cela. Ça peut créer des problèmes. Mais en tout cas, Barley m'a appris à ne jamais sombrer dans le misérabilisme et à traiter un film comme il est, quoi. Et à écrire aussi comme si c'était, comme si tu écrivais à ta maman ou à ton papa, être le plus simple possible. Le plus simple Ouais, possible. d'accord. D'accord. Donc la simplicité, la subjectivité aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Si je ne m'abuse, tu en as parlé aussi dans l'interview avec François Bégodeau. Enfin, Ouais. c'est lui qui en parle, si je dis pas de bêtises. Et il dit que, enfin, c'est toi, ouais, c'est toi qui reviens et tu dis que parfois, et aujourd'hui, c'est ce que tu vois, la critique est trop impersonnelle. Elle manque de subjectivité. Et ça m'amène sur un sujet qui me semble très intéressant, et notamment avec toi, parce que c'est quelque chose aussi qui dénote sur YouTube aussi, je pense, ton regard sur le cinéma. Euh, Pourquoi tu as cette envie de dévoiler ton jardin secret, si je puis dire, de dévoiler ton ressenti, ta vision sur cet art, le cinéma? Parce que c'est un art qui, je pense, est très subjectif, et toi, tu le dis, tu es très subjectif aussi, et tu dévoiles donc aussi ta vision, ta vie, et tu n'hésites pas à le faire. Et donc, ça me fait poser cette question, voilà, sur ta vie, ton métier, et ta manière de t'exprimer aussi. Tu n'hésites pas à parler de toi. Et je suis vraiment curieux de savoir pourquoi et qu'est-ce que ça amène comme réflexion à ce niveau-là. Tout ce que je dis est lié au cinéma. Il n'y a rien Évidemment. rien qui ne soit pas lié au cinéma. Quand je Mm. parle du fait que je découvre une des images marquantes en Algérie ou alors avec mon père Mm. devant la télé avec l'exécution de Ceausescu, je ne parle pas de ma vie privée, je parle de mon Mm. rapport au cinéma. Il Oui, n'y a que le évidemment, cinéma, c'est évidemment. ça. C'est pas une Donc question sur la vie privée, c'est une question de jamais, toi, voilà. ta vision. Mais ta vie privée te nourrit, mais tu vas pas dire oui, ça Mais, me fait penser à ma mère. Voilà, c'est pas ça le truc. C'est hum, que toi, dans ta vision du cinéma, lorsque tu parles d'un film, c'est directement ce qu'on ressent. Par exemple, tu parles de La prisonnière du désert. Et tu oui, dis, moi, je me retrouve dans la fin de La prisonnière du oui, désert parce que ça me fait penser au cinéphile qui est seul, qui est hors du monde. Si je m'abuse, enfin je dis pas de bêtises, je pense si je vais dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas commun, notamment aujourd'hui sur YouTube. Les gens, ils diraient plutôt, enfin, ils essaieraient d'expliquer de manière factuelle. Ça, c'est un plan, il est fait en surcadrage, donc ça veut dire ça, c'est la mort du personnage. Enfin, je j'explique même pas, enfin, je veux même pas aller dans ce sens-là. Mais toi, ce que tu définis et ce dont tu as parlé avec Bégodeau, c'était donc ça, c'est quand même une forme de subjectivité. Le film t'appartient et tu proposes aux gens quelque chose qui t'appartient. Je veux dire, une vision vraiment très personnelle. oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de règle dans le Mm. cinéma. Je crois que je vois pas pourquoi un cinéaste, je vois pas pourquoi je ne ferais pas comme le cinéaste, à savoir que le cinéaste use et abuse gentiment et joliment de sa subjectivité pour regarder le monde. Je vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Le cinéma, c'est pas si évident que cela. C'est un art qui est pas si simple que ça. C'est un art qui remue et perturbe n'importe qui. N'importe qui. Et ensuite, moi, quand je parle de cinéma à la première personne, ce qui est assez rare aujourd'hui, maintenant sur YouTube, vraiment, c'est très très rare. Mm. Les seules fois où j'en Absolument. parle à la première personne, c'est parce que je suis invité sur un live. Donc très souvent, c'est chez Merej. Et c'est là où je me libère un peu, je me relâche. Mais sinon, dans ma chaîne, je me livre pas autant. La seule manière que j'ai de me livrer, c'est les gens, c'est les thèmes que je vais aborder. Si par exemple, il y a 2 jours, j'ai publié une vidéo sur Hervé Guibert, Mm. voilà,
je me dévoile. J'adore cet écrivain, il m'a accompagné depuis je ne sais combien de temps, ça me touche, son rapport à l'image, son rapport à l'écrit me touche. C'est un écrivain qui a beaucoup travaillé sur la subjectivité, sur l'écriture de soi. Voilà, c'est comme ça que je me dévoile maintenant. Donc, quand je parle de Serge, quand je fais quelque chose sur Serge Danet, quand je fais quelque chose sur Aung San Suu Kyi, c'est ma manière à moi de me dévoiler. Pourquoi je fais cela? Pourquoi j'ai besoin de cela? Mais parce que je ne vois pas autrement comment questionner, Parce que un film, enfin, voir un film, c'est une trace silencieuse de notre existence. À partir de ce moment-là, je ne peux pas ne pas me permettre de parler de ces traces qui me sont propres. Quand je parle de La prisonnière du désert, je peux en parler de manière factuelle, il n'y a aucun souci, mais ça ne m'intéresse pas, parce que parce que je ne conçois pas l'approche d'un film sur un jargon technique et universitaire. Je préfère en parler comme je l'ai ressenti, et puis parce que j'ai tellement de respect vis-à-vis de l'autre, de celui qui va m'écouter, que j'ai besoin aussi de me livrer, tout en restant tout en restant dans le cinéma. Donc je vais parler de moi à travers ce film. Je vais dire comment le film m'a regardé, comment je vois la société maintenant à travers ce film, et qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est pas si évident que ça, parce que parfois les gens ne veulent pas se livrer. Quand j'ai fait l'interview avec Alex, la flûte en vidéo, qui est l'une des interviews qui m'a le plus vraiment fait plaisir, je lui pose la question sur l'image marquante et il me parle de le portrait de Dorian Gray d'Albert Lewin. Et moi, ça me touche. Je me dis, merde, putain, il parle du film d'Albert Lewin. Il se passe un truc. Il va se passer quelque chose. Je le sens. Et effectivement, ensuite, il se passe quelque chose. Parce qu'il va parler à un moment de sa vie privée. Là, il parle plus de cinéma. Il parle vraiment de sa vie privée. Donc, pour moi, ça me décompte. Je suis un peu perturbé et je suis extrêmement gêné. D'ailleurs, après, en hors-champ, après l'émission, je m'excuse. Et il me dit, non, il n'y a pas de souci, tu n'as pas à t'excuser. Mais là, on sort du cadre. Et là, ça me gêne. Ça me gêne parce que j'ai besoin, mais en même temps, il a besoin d'en parler. Mais ça n'est pas ma place. Mais il a besoin d'en parler. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'essaie de revenir au cinéma. C'est ça qui est fascinant. Le cinéma te permet, en gros, Alex, que je ne connais pas, il ne me connaît pas, quelques mots juste par écrit, on se donne une date, on se pose, il avait regardé quelques émissions fait croquer, et il a dû se dire, avec lui, on peut parler. C'est ça le cinéma. Le cinéma a réussi à installer ce genre de décor. Je ne pense pas qu'Alex aurait pu se livrer aussi facilement avec d'autres personnes s'il n'avait pas vu, s'il n'avait pas senti le truc. Il est très intelligent, Alex. Il l'aurait pas fait. Là, il sentait qu'on pouvait le faire. Et d'ailleurs, et ça m'a beaucoup touché. J'ai vraiment été, pour moi, c'est important. Donc le cinéma n'est pas si simple, n'est pas si évident que ça. Il installe des choses qu'on ne peut pas deviner. Et moi, j'ai fortement besoin, aujourd'hui, quand je parle avec quelqu'un d'un film, de ne pas dire uniquement c'est un très bon film, le plan de la fin filmé comme ça, c'est incroyable. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller dans l'intériorité du film. Sinon, ça sert à rien. Mais là, je parle de celles et ceux qui ont endossé le costume de quelqu'un qui va parler de cinéma sur YouTube. Ou voilà, on dit YouTube. Parce que on va y venir aussi. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça. Et ça peut pas être autre chose. C'est ça. Et c'est important. Donc, je ne parle jamais de moi, de ma vie privée, mais je parle de moi à travers un film. Ce qui est totalement différent. Et c'est comme ça que... C'est ça qui m'intéressait. Voilà, c'est ça. Très bien. Je pense qu'il est temps de rentrer sur Internet, sur YouTube, et que tu nous parles un peu de Querelle aussi. Moi, je connais pas trop la chaîne Querelle, je te l'avoue. Je t'ai connu sur Microciné déjà. D'accord. J'ai découvert vraiment l'entrée de Microciné. Je t'ai vu brièvement en live. Je crois que c'était le live Snyder que j'avais. C'est comme ça que je t'ai découvert. Et donc, on va aller petit à petit. On va donc découvrir pourquoi tu allais sur YouTube, pourquoi tu as fait de la critique sur Internet. Et donc, je vais te demander, mais comment tu es rentré, comment tu as créé Querelle, si je m'abuse, si tu es l'un des créateurs, c'est ça? Et de voir comment ça t'a mené à YouTube. Parce que si je ne m'abuse pas, c'est un blog, c'est ça?
Querelle. Ouais. Non, Querelle à la Non, base, c'est. c'est- Ah non, non, ça n'a jamais été un blog. En ça, fait, j'ai jamais été un Querelle, blog. en fait, Querelle, c'est très très simple. Mm. En 1998, je vais à Cannes, au Festival de Cannes, pour la première fois de ma vie, après avoir remporté ce concours. Et je passe donc 13 jours à Cannes. Je fais tout Cannes. Fais partie du prix de la jeunesse. Et donc, je vois 4-5 films par jour. Et à chaque fois, on discute avec plein d'autres personnes, dont Dick Tomasovic, que j'embrasse affectueusement et que j'avais invité pour parler de l'alcool au cinéma. Et on s'est retrouvés 22 ans après. Il n'a pas changé. Moi, j'ai beaucoup changé. Et c'était un plaisir de discuter avec cette personnalité importante et extrêmement érudite. Et donc, je l'embrasse. Et quand je reviens de Cannes, euh, j'ai la niaque, quoi. J'ai faim. J'ai très faim. Il faut faire quelque chose. Donc je commence à prendre des feuilles blanches et puis j'écris à toutes les rédactions de Paris. Je rêvais d'écrire pour les Inrecuptibles parce qu'à l'époque, les Inrecuptibles étaient réellement une revue intéressante et je suis un enfant des Inrecuptibles. J'ai même commencé à le lire quand il ne parlait pas de cinéma. Donc il était, c'était je crois un trimestriel, je sais plus. Bref, donc je suis réellement un enfant des Inrocks, ça c'est. Et Télérama me répond en me disant OK pour un stage d'observation. Et j'y vais. Et je reste 2 semaines, je crois. 2 semaines. Et pendant 2 semaines, je suis en perpétuel mouvement et surtout, je suis, comment dire, je suis en contact avec une rédaction de critiques de cinéma. Je vois comment ça se passe. Je découvre les attachés de presse. Je découvre le système des projections de presse. Je vais aux projections de presse. Je commence à écrire. Je donne ce que je fais au rédacteur en chef, qui à l'époque était Jean-Claude Loiseau, et qui me dit, c'est un peu de la merde hein, quand même ce que tu écris. Donc voilà, c'est comme ça que ça. Et puis je rencontre Pierre Murat, je rencontre plein d'autres personnes. Jacques Maurice, qui est encore d'ailleurs chez Télérama. Louis Guichard, qui est encore chez Télérama. Louis Guichard avait écrit un beau papier sur Conte d'été d'Éric Romer à l'époque. Ça m'avait fasciné ce papier-là. Et j'apprends, et je vois ce que c'est. Je termine le stage, je reviens à la fac, et je me dis, je peux pas, c'est pas possible, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle, je me rappelle, c'était un soir, j'appelle Christophe Régin, et je lui dis, écoute, j'ai une idée, pourquoi on créerait pas un fanzine? Un fanzine, d'accord, voilà, c'est ça. Et il me dit, ouais, et je lui explique. Et il me dit, ouais, vas-y, pourquoi pas. Je lui dis, mais je peux pas être tout seul, on peut pas être tous les deux. Il faut s'ouvrir. Donc moi, je connais 2-3 gars. Si tu connais 2-3 personnes, ça peut le faire. Il me dit, pas de souci. Donc je ramène 2-3 personnes. Lui, il ramène d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on s'est constitué. C'est un noyau qui s'est constitué. Et on s'est connus comme cela, tous ensemble. Et ensuite, on a lancé la revue. Dans le noyau, la plupart étaient là parce qu'ils avaient envie de gratter un peu les projections de presse. Ce que je peux comprendre, parce que c'était un truc qu'on découvrait, mais tu peux pas imaginer. On payait pas, on y allait. On appelait les attachés de presse qui nous disaient quoi, un fanzine, mais c'est quoi votre truc? Et on y allait quoi. Et moi j'avais appelé tous les attachés de presse pour leur expliquer ce que c'était Querelle. Et il y avait Emmanuel Atovicki, je crois, qui avait fait ça aussi avec moi, qui était donc un des membres de la rédaction. Christophe Régin a trouvé le nom Querelle. Et c'était pas évident parce qu'on Et était. querelle pourquoi? Parce que c'est la joute vers c'est le. C'est ça. Alors on C'est sait c'est le jamais. film de Fassbinder. Non, 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 non. Non, 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 non. Encore que. Mais non, parce qu'en fait, il fallait créer une association. Et on avait trouvé un nom pour l'association qui était très graveleux comme nom. Et ça nous faisait rigoler. Ah, je peux pas le dire, c'est tellement graveleux. Mais voilà. Donc on a changé, on l'a trouvé, on l'a appelé Cinédis. Parce que moi, on était à l'université Paris 10 de Nanterre. Mais ça nous faisait rigoler de dire allô, Cinéx, de chez Querelle. Est-ce qu'on pourrait. Voilà. C'est la fac, on était très très jeunes et on riait pour pas grand chose. Mais ce que je veux dire, c'est que on a contacté les attachés de presse, on leur envoyait les fanzines. On avait réussi à être aidé financièrement par par les affaires culturelles de la fac qui nous aidaient financièrement pour imprimer tout ça. Et on les distribuait, on les envoyait aux attachés de presse. Tous les numéros, on les envoyait aux attachés de presse, on les déposait aussi dans quelques librairies, tout ça.
Et dans l'équipe, il y en avait peut-être 2 ou 3 qui étaient vraiment intéressés par l'idée de la critique. Et j'en faisais partie. Il y avait aussi Yves Lecor qui était vraiment intéressé par ça, qui est devenu d'ailleurs journaliste critique de cinéma plus tard. Peut-être 2 ou 3 autres, je ne sais plus. Mais la plupart, non. Et c'est pour ça que la plupart ont fait d'autres choses aussi à côté après. Plus tard, ils sont devenus soit réalisateurs, soit scénaristes, ou soit comédiens stand-uppers comme Julien, ou voilà, des choses comme ça. Et ça a duré 3 ans. Moi, je suis resté rédacteur en chef pendant 2 ans, et je suis parti au bout de 2 ans parce que tout simplement, j'avais fait le tour, et puis je voyais que moi j'avais envie vraiment d'en faire mon métier, et je voulais évoluer autrement. Et c'est en partant que j'ai commencé à travailler autrement, et pendant ensuite 22 ans, j'ai été journaliste culturel et critique de cinéma, et ça a été mon métier pendant plus de 22 ans. Mais Querelle a été un élément, un moment très important, parce que ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris surtout à diriger une rédaction. C'est pas évident du tout. Tu apprends beaucoup de choses. Les querelles il n'y a jamais eu de querelles sur un film. Jamais. Mais il y a eu des querelles sur, peut-être, à mon avis, à un moment, je pense qu'on en avait tous un peu marre. Et chacun a exprimé son ras-le-bol. Moi-même, une fois, j'ai jeté tout dans la gueule à tout le monde et je suis parti parce que j'en avais marre. C'était ça. Mais je pense que c'était le début de la fin me concernant. Je voyais que je ne pouvais pas rester dans ce groupe parce qu'ils avaient tous des envies qui étaient différentes des miennes, et que je respectais fondamentalement parce que c'était des amis avant tout. Et voilà. Et puis après, j'ai fait ma vie pendant 22 ans, et puis je les ai retrouvés 22 ans après. Mais même si de temps en temps, on dialoguait comme ça de temps en temps, mais que ça a été un moment très important. Ça m'a appris le contact avec les attachés de presse, à savoir comment parler avec un attaché de presse, à diriger une rédaction, à imprimer, tout cela, ça a été un truc. Et puis surtout, c'est grâce à Querelle que je suis rentré sur un site internet qui s'appelait fluctuate.net en 99, et j'ai créé le département cinéma, et j'ai commencé à travailler après sur internet pendant plus de 20 ans. D'accord, d'accord. Donc, il y a eu une première séparation de Querelle, si je comprends bien, et Oui. après vous vous retrouvez sur YouTube. Alors, après, on s'est retrouvés Alors, Emmanuel Etovici avait tendance à être un peu l'élément fédérateur pendant ces 20 ans. Moi, j'avais comme ça des moments, des petits contacts avec eux, mais j'étais l'un des plus éloignés, des plus distants. Donc, je les voyais jamais. Jamais, jamais, jamais. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, il y a eu un moment, peut-être au bout de 20 ans, j'avais envie de les revoir, et je les ai revus, et on a passé un moment très sympathique. Et c'est Julien qui dit, pourquoi on ferait pas quelque chose? Pourquoi on reprendrait pas Querelle? On ferait des podcasts Querelle. Et moi, je lui dis oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je me dis 20 ans se sont écoulés, parce que les choses ont évolué, parce que j'ai fait aussi, moi, j'ai fait pas mal de choses de ce genre-là, j'ai fait pas mal de podcasts aussi. Et puis ça m'intéresse de rediscuter avec eux, voilà, ça m'intéressait. Et ce qui s'est passé, c'est que on a tous dit oui, mais bon, rien. Voilà, on avait tous des choses à faire de l'autre côté, donc ça n'a pas avancé. Puis je crois que quelques mois après, Julien retente le coup en disant, mais je crois qu'il nous avait envoyé un message, je ne sais plus, il nous avait dit, ça vous intéresserait pas? Et moi, je lui ai écrit, comme je te l'avais dit la première fois, eh bien, je te le redis une deuxième fois, je suis intéressé. Et en fait, dans le groupe, il n'y en avait que 2 qui étaient intéressés, Thomas et moi. Et on se dit, et Julien lui dit, donc on fait une chaîne YouTube. Ça vient de Julien, hein. Vraiment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça vient de Julien. Julien dit, on reprend Querelle. Et c'est parti. Et on a repris, et le 11 décembre ou le 12 décembre, je ne me souviens plus, 2020, on a publié notre première vidéo qui était, je crois, sur Coppola, Le Parrain 3, qui ressortait. Et on a fait un live. On ne savait pas du tout comment il commençait à s'organiser tout ça. Et c'est là qu'on a commencé à travailler. À retravailler ensemble, avec quand même 20 ans. Comment dire, on a retravaillé ensemble en sachant qu'on ne s'était pas revus depuis 20 ans et qu'on n'avait pas travaillé depuis 20 ans et que chacun d'entre nous aussi avait évolué. Et donc ça c'est autre chose aussi. Mais on s'est lancé sur YouTube. Alors moi qui considérais YouTube comme de la merde, hein, pour moi c'était une poubelle. C'était une poubelle. Et je ne vais pas m'excuser ou quoi que ce soit. La preuve c'est que je suis encore là. Ça veut dire que je me suis trompé. Oui, oui. Moi, j'allais te poser la question sur YouTube. Est-ce que tu connaissais, est-ce que tu suivais? Tu avais déjà vu des vidéos, je me doute. Rien, Jamais. rien. Ah non, j'étais le pauvre connard qui disait c'est de la merde alors qu'il n'y avait rien vu. Ok, Donc, ok. oui,
Là, je préfère être très clair avec toi là-dessus, mais je Ouais, me suis carrément. trompé. Et d'ailleurs, c'est pour Mm. ça qu'après, je reprends plus ou moins l'idée que vous aviez lancée avec l'interview vérité, et je fais Fake OK parce que j'ai très envie, vraiment envie, très sincèrement, d'aller discuter, de comprendre, de cerner tout ça. Et puis, j'ai eu des surprises, et j'ai eu de très belles surprises parfois. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, pour toi et pour vous, même Querelle, sans parler directement de microciné. Euh, Vous avez, pendant 20 ans, vous avez parlé de cinéma, vous avez travaillé dans le cinéma, il y en a certains qui ont fait des films. Toi, si je Mhm. ne m'abuse aussi, tu as eu tes expériences dans le cinéma. Euh, qu'est-ce que, Pourquoi YouTube? Pourquoi tu viens te confronter, on va dire, sans animosité, hein, bien sûr, hein, mais pourquoi tu viens te confronter à des personnes qui, pour la plupart, en fait, ne font pas de enfin, de la critique cinéma leur métier, en fait, leur vie, des personnes que je qualifierais sans jugement de lambda, des personnes Ouais. qui juste ont envie de parler de cinéma comme ça, de partager. Et toi, bah, justement, tu es critique de cinéma, tu as une connaissance du cinéma, tu as fait la fac. Pourquoi tu te dis, pourquoi tu acceptes la proposition de Julien pour venir sur YouTube? De 99, pratiquement, oui, de 99 à 2019, c'était mon métier, la critique de cinéma. Mm. En 2019, je réalise mon premier film. J'arrête la critique, je décide d'arrêter. Pour moi, j'ai fait le tour. C'est-à-dire, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la presse écrite, j'ai fait de la presse internet, j'ai fait des podcasts, j'ai travaillé en tant que directeur artistique dans des festivals, programmateur. J'ai fait des conférences, j'ai fait des ateliers. C'est bon, j'ai fait le tour. 20 ans, c'est beaucoup, 20 ans. J'ai fait le tour. En 2019, je fais le film avec Reda Sediki, Vendredi est une fête. En 2020, je fais mon deuxième film que je termine et qui malheureusement ne trouve pas d'écho dans les festivals. Parce que le problème du confinement, mais aussi peut-être parce que voilà, parce que ça ne fonctionne pas. Et je travaille sur le troisième et ça va pas. J'y arrive pas. Mais j'y arrive pas du tout. Je commence à travailler sur le troisième en septembre-octobre 2020. Et je n'y arrive pas et je déprime. Et quand Julien vient avec cette idée-là, je me dis, bon, ça peut-être être une occasion pour moi de souffler, de le mettre de côté, ce film, et de faire quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas? La critique de cinéma, je voulais plus y retourner parce que c'est bon, j'avais fait le tour. Mais je connaissais pas YouTube. Je me suis dit, tiens, c'est un média, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Mais je te jure, Julien, Jules, pardon, je me suis lancé dedans parce que, non, enfin, pour moi, c'était pour m'éclater. Hmm. Vraiment, hein, c'était pour m'éclater, mais pour rigoler, et c'était pas, je prenais pas D'accord. ça au sérieux. Et c'est Hmm. de jour en jour, je m'aperçois que qu'on peut faire des choses intéressantes, et je commence à prendre cela au sérieux. D'ailleurs, je commence même à réendosser le costume de journaliste-rédacteur, et donc Et d'avoir des on, exigences éditoriales, et et ça on peut. va y revenir. On va y revenir Hmm. sur Donc, ça. voilà pourquoi. Hmm. D'accord, d'accord. Voilà, il y a cette expérience, donc qui est très courte, très intense, hein, qui dure en gros 2 3 mois, si je ne m'abuse, querelle sur YouTube. Alors que reste, ça fait Et 3 mois, effectivement, mais moi je suis ouais, resté chez eux. Moi je suis parti de chez ouais, eux je il te y a parlais de YouTube six juste. semaines. Ah, ça fait C'est 3. Moi, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Oui, oui, ça fait trois 3 mois. mois. Mhm. 3 mois, tu décides de quitter Querelle. Oui. Alors, je vais te demander, voilà, je vais faire comme si je ne savais pas. Je te demande pourquoi tu as quitté Querelle et aussi pourquoi ton départ, toi qui aimes tant communiquer, toi qui aimes tant partager le cinéma, pourquoi tu décides de gérer une chaîne seule? Alors évidemment, tu communiques, on est là, on est ensemble d'ailleurs tous les deux. Tu invites toujours des gens, tu fais rarement des émissions seules ou des lives où Jamais. tu parles avec C'est la, rare. la communauté. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais, Mm. euh, mais pourquoi tu décides donc de créer ta chaîne, de quitter Querelle et de te retrouver seul à la gestion d'une chaîne YouTube? Mais parce que à un moment, je m'aperçois que nous n'avons pas les mêmes objectifs Mm. éditoriaux. Et Mm. donc, on commence à avoir des divergences. Mais elles ne sont pas, comment dire, elles ne traduisent pas une nervosité ou un clash éventuel. Mais je sens que je prends une direction et eux, ils prennent une autre direction. Et d'ailleurs, ce qu'ils font maintenant aujourd'hui,
c'est exactement, enfin, je sais que, enfin, c'est différent de ce que je fais et vice-versa. Donc, finalement, c'est bien que je sois parti parce que c'est ce qu'ils font. Je sais que moi, je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire, ce qu'ils font. Je préfère faire autre chose qui me ressemble. Et donc, je le vois. Donc, il y a, effectivement, quand on voit Querelle et Microciné, ce sont deux chaînes qui questionnent le cinéma, certes, mais différemment. Et donc, je me suis aperçu très vite que oui, il y avait vraiment une divergence éditoriale. Et puis, peut-être aussi que comment te dire, moi, tu sais, la critique de cinéma, même si on travaille dans une rédaction, c'est quand même un exercice littéraire solitaire, parfois. On discute, certes, mais on se retrouve à un moment ou à un autre devant sa page, devant son ordinateur. Et pendant plus de 22 ans, tu apprends, tu as des habitudes, tu as des codes, tu as des choses comme ça, et c'est pas si évident de les mettre de côté. Je crois, maintenant, je te le dis, avec beaucoup de... Je pense que je pense que malheureusement, je suis arrivé à un âge où je suis un peu trop exigeant, beaucoup trop exigeant, et parfois cette exigence peut prêter à confusion et elle peut être aussi très maladroite vis-à-vis des autres. Et je crois que j'ai aussi ma part de responsabilité dans dans ce départ querelle. Tu vois, je te le dis en toute honnêteté. Je crois que, à mon avis, de par certains de mes comportements, certaines façons de voir aussi l'éditorial, je pense que peut-être ça a dû heurter un moment Thomas et Julien, qui ont eu la gentillesse de vraiment ne jamais me le dire. Mais je sentais que je devenais quand même un poids. Et à mon avis, je pense que je les ai beaucoup libérés quand je suis parti. Je crois. Je crois, hein. Et c'est rien de méchant contre eux. Alors au début, c'est vrai, quand je suis parti, j'étais un peu énervé, donc je leur en voulais, mais c'est tout à fait normal, je suis un être humain. Mais là, avec le temps maintenant, je pense qu'avec le recul, je crois que je ne sais plus travailler en groupe. Je pense que je préfère travailler seul. Je le dis, je l'avoue. Je préfère travailler seul, je préfère gérer entièrement les choses seul. Si je me trompe, il y a un problème, eh ben, je m'en veux qu'à moi-même. Et puis surtout, j'ai une trop grande exigence. Ça ne veut pas dire forcément ça veut pas dire que j'ai raison, mais j'ai une exigence qui est beaucoup trop forte et qui peuvent peut-être décontenancer Thomas et Julien. Et encore aussi autre chose, et ça par contre c'est la vérité, c'est le réel, on n'y peut rien. Ça a été mon métier. Donc j'ai des gestes liés à ce métier que eux n'ont pas. Et je pense qu'inconsciemment, je leur en voulais. Peut-être. Et donc, et que je sentais que ça n'allait pas vite. Quand je dis qu'il faut publier une vidéo par jour, au début ils me disent oui, et après ils me font comprendre que c'est pas possible. Je dis comment ça c'est pas possible? Mais si, il faut. Oui, mais non, il fallait se poser et puis peut-être réfléchir et se dire que peut-être ils ne peuvent pas parce que c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Et maintenant, j'ai compris. D'ailleurs, ils le disent très souvent que c'est pas comme ça qu'ils voient les choses et qu'ils veulent le faire autrement. Donc, avec le recul, je l'accepte. Et donc, quand je dis qu'il y a divergence éditoriale, c'est réel. Il y a vraiment une divergence éditoriale. On est plus sur la même ligne. Et je pense qu'en partant, je les ai libérés. Et je pense que ça a dû leur faire du bien. Et ils font leur trick. Et c'est très bien. Et il n'y a aucun souci. Et puis voilà. Alors au début, oui, effectivement, wow, c'était un peu tendu, peut-être, oui. Mais même une fois, je crois, j'avais mis un commentaire dans un de leurs lives en disant bah, alors vous n'avez pas parlé de cinéma. Enfin, c'est ridicule, quoi, de dire ça. C'est ridicule. Non, mais c'est bien, vous êtes revenu, tu es revenu 20 ans en arrière, au bon souvenir de cul. Ah oui, là, pour le coup, j'avais les mêmes gestes du petit connard de 20 ans qui te dit quoi? Attends, si tu veux, on peut sortir. Non, voilà, non, donc voilà, je pense que c'était très important que je parle. Mais je remercierai jamais assez Julien et TN, enfin surtout Julien parce que c'est lui qui m'a lancé dedans et m'a relancé dedans, qui m'a fait découvrir ce truc-là, donc je le remercierai jamais assez. Et je remercierai jamais aussi TN avec qui nous avons eu des discussions légendaires qui sont soldées par des clashs en live. Je pense à 300 par exemple. Voilà. Donc après il y avait aussi le fait que moi, j'ai vraiment baigné dans le milieu de la critique pendant plus de 20 ans et on avait vraiment des joutes verbales avec des collègues. Donc ça allait très très loin. Et j'ai besoin aussi qu'il y ait en face de moi des gens qui me disent mais n'importe quoi. Je vais t'expliquer pourquoi c'est n'importe quoi. Et peut-être que je ne le voyais pas forcément avec Julien et Thomas. Et je leur en ai peut-être voulu de cela au départ. Mais après, je peux pas leur en vouloir parce que c'est comme si Julien crée une chaîne liée au stand-up et à la scène et que moi je rentre là-dedans aussi.
il va être exigeant sur plein de choses. Et moi, je vais pas la comprendre, cette exigence, parce que je n'ai pas les codes. Et peut-être que je ferai moins, et il m'en voudra. Et ben, c'est à peu près la même chose. Je pense qu'il faut faire avec. Et je regarde toutes leurs émissions, toutes leurs vidéos, tous les lives. Même parfois, j'ai pas le temps. Je les regarde en replay. Et je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup, beaucoup de lives de tous. Hein, voilà. Mais je regarde tout, 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 tout. Et puis voilà. Donc, bien sûr, parfois, je me dis, ah putain, pourquoi ils ont pris ça? Pourquoi ils n'auraient pas dû inviter telle personne? Et après, je me dis, mais ta gueule, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc non, 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 mais c'est vrai qu'on se parle enfin, on se parlait pas vraiment, hein. On s'est expliqué, pendant 20 ans, on s'est pas parlé, et on s'est revu 2, 3 fois, et bon, c'est vrai que là, on communique plus. Mais je les regarde, et quand je peux les saluer, je les salue. Voilà. D'accord, ok, ok. Microciné, rentrons dans le vif du sujet. Microciné, il y a quelque chose qui m'intéresse, moi c'est le nom. Ah oui. Microciné, revue de télévision et de cinéma. Alors ce nom, il vient de ton envie de parler, j'imagine, micro, je ne sais pas comment tu le vois, si c'est micro au sens petit ou au sens micro, l'outil pour échanger sur Internet. Mais en tout cas, chez toi, c'est évident qu'il y a cette nécessité de parler. Tu as une personnalité, on va dire, très marquée, qui a des avis tranchés. C'est ce que tu disais justement avec Querelle. Tu as besoin d'autres pour communiquer. Euh, Dis-moi déjà, Microciné, pourquoi ce nom? Moi, je copie, tu sais, je n'ai rien d'original, hein. Je copie énormément, effrontément. Je fais comme fait Cocteau, il dit toujours, prenez une base, inspirez-vous de cette base, et ensuite essayez de vous en démarquer, mais prenez une base de quelqu'un. C'est pour ça que je suis désolé, De Palma n'est pas un copiteur comme disent les autres d'Hitchcock. Au contraire, hein, vous n'avez Au pas contraire. compris ça, si vous n'avez rien compris. Mais bon, Mm. Microciné, c'est un rapport avec microfilm. Microfilm, c'est quoi? D'accord. Microfilm, c'est l'émission de radio de Serge Danet. Ok, Voilà. ok. Donc déjà, ça, Voilà, c'est, d'accord. hein, on dit à ça, c'est réglé. Et puis Microciné, c'était aussi une émission de radio que j'animais avec Amel Feddi quand je travaillais encore en Algérie. Voilà, donc c'était une manière aussi de faire un clin d'œil. Et revue de cinéma et de télévision, parce que les cahiers du cinéma, quand ils ont été créés, s'appelaient une revue de cinéma et de télévision. Voilà. D'accord. Ok, ok, ok. Parce que je sais, enfin, c'est peut-être moi Et puis parce que qui je ai pas. m'intéresse aussi à la télévision. Tu Et t'intéresses à la télévision. voilà, ça Euh, m'intéresse ça aussi. Est-ce que tu comptes parler beaucoup de... Parce que ta chaîne est très jeune, hein, tu as Mhm. 1000 abonnés, ça fait en gros un mois que tu es seul. Euh, Est-ce que tu comptes parler beaucoup plus de télévision? Parce que là, quand même, sur la chaîne, si je ne m'abuse, c'est quand même beaucoup plus de cinéma que tu parles. Mhm. Euh, est-ce que tu as pris le nom revue de cinéma, enfin revue de cinéma et de télévision aussi, enfin plus parce que tu es un enfant de la télé ou plus parce que tu as envie de parler de la télévision? Plus oui, parce que mes images marquantes sont liées à la réceptivité que j'ai pu avoir en regardant la télévision, parce que j'ai envie de travailler aussi la question de l'image à la télévision, parce qu'il y a les séries télé, ça c'est quelque chose que j'ai envie de travailler aussi, la questionner. Et dans quelques semaines, je vais commencer à trouver des angles d'attaque, des sujets à traiter avec des participants comme d'habitude, où on va se poser et puis poser des questions sur certains aspects liés à la télévision, certaines émissions aussi qui passent à la télévision, mais aussi comment par exemple, tu vois, moi j'ai envie de faire une émission sur comment filmer la guerre à la télévision, comment parler de la guerre à la télévision. Ça c'est fascinant, ça c'est intéressant. Après il faut que j'ai une base. C'est quoi une base? C'est soit un film, soit un livre, ou soit une émission de radio, soit des propos qui ont été tenus, et puis à partir de là, j'essaie de trouver quelqu'un ou quelqu'une ou deux, 3 personnes qui pourront dialoguer avec moi, et je fais ce qu'on appelle le chant contre chant dans le même plan. C'est ce que Saad me disait, regarde là on fait un chant contre chant dans le même plan. C'est le livre d'images de Godard, c'est génial. Chant, et là contre chant avec toi Jules, dans le même plan. C'est génial ça, c'est C'est fascinant. génial, Ouais. c'est YouTube, fascinant, c'est tout à fait. c'est intéressant YouTube. Donc voilà, donc revue de cinéma et de télévision, je vais dans quelques semaines commencer à travailler sur la notion de télévision, mais il faut trouver des sujets, et il y en a, hein, j'en ai pas mal, mais il faut trouver des gens, des personnes qui... Et moi, tu l'as vu, tu l'as compris, hors de question d'être seul face à la caméra, sauf pour les FAQ où je parle avec Mais les tu n'es pas abonnés. finalement seul, c'est pas la même chose, tu as un C'est dialogue pas quand la même même. chose. Voilà, j'ai Ouais, besoin d'un dialogue, je j'ai besoin de dialoguer avec ouais. l'autre. Je C'est pas comprends. possible autrement, c'est pas possible. Pour le mot revue aussi, est-ce que enfin, tu l'as mis évidemment pour la référence au cahier, est-ce que tu l'as choisi aussi parce que tu as envie d'apporter du professionnalisme aussi sur YouTube, ou en tout cas une manière de faire de la critique?
Alors, je n'aurais pas l'outrecuidance d'endosser un costume qui serait dans l'idée d'apporter, de régler de rétablir une vérité ou quoi que ce soit. Non, revue, c'est parce que, comme le mot l'indique, c'est revoir les choses. C'est se poser et prendre le temps de revoir les choses. C'est pour ça que je dis revue. C'est tout simplement ça. Revoir les images. Tu as vu, tu revois. Et revoir, c'est quoi? C'est je revois en dialoguant avec l'autre. C'est comme ça que je revois. On a vu. Et donc, Et c'est voilà, c'est comme ça. et donc on revient toujours sur la durée et le hors-champ finalement. Exactement. Durée sur le fait de revoir et hors-champ sur l'autre qui t'apporte l'image manquante. Qui m'apporte l'image manquante, c'est ça, c'est exactement ça. Et mais ce qui est d'autant plus troublant, c'est avec le fait croquer. Fait croquer, c'est vraiment un truc très particulier. Parce que fait croquer, je peux me retrouver avec des personnes dont je suis sûr et certain que nous ne partageons pas et que nous ne partagerons jamais les mêmes questionnements sur le cinéma. Mais j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de les écouter. Parfois, il y en a qui ont du mal à parler. Parfois, je crois, la seule fois, oui, il y a eu un exemple avec Fake Croquet où j'ai senti que il y a un truc qui n'allait pas. Et moi, pour moi, c'est toujours de ma faute. C'est jamais de la faute de celui que j'interviewe, c'est la faute de celui qui interviewe. C'est parce qu'il n'a pas réussi à installer une ambiance, il n'a pas réussi peut-être à poser les bonnes questions, à le rassurer. Et il y a une seule fois où on a fait l'interview, ça a duré, je crois, 1 heure, ça s'est bien passé. Enfin, il y a eu une visibilité ensuite sur Internet, il n'y a pas eu de problème. Mais moi, je sens qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et c'était avec David, The Film Talker. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai senti. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et peut-être qu'il n'était pas rassuré. Et ça, c'est de ma faute. Entièrement de ma faute. Et c'était dommage parce que je me rappelle, il parlait de ce tableau qui était dans un salon familial. Je crois que c'était de sa grand-mère ou de sa tante. C'était très beau comment il en parlait. Et ensuite, je sais pas, peut-être que j'ai été trop. Peut-être que j'ai fait. J'étais trop trop cérébral, je sais pas. Mais ça n'a pas. Ça a foiré un peu. Mais Donc dans c'est là, ce point. le format que tu as créé, il est particulier parce que tu demandes en fait aux vidéastes de parler d'eux aussi. Et c'est jamais simple de parler de soi. Moi, je sais que quand j'ai fait l'interview avec toi, j'ai beaucoup hésité lorsque je parlais. Parce que tu sais pas ce que tu dois livrer, tu sais pas ce que tu dois dire, et aussi parce que tu te dévoiles. Donc c'est toujours dur de savoir en fait. Il y a des choses sur lesquelles on ne se questionne pas toujours en fait. Donc tu découvres en fait avec les questions de la personne qui te les pose que en fait il y a des choses que tu n'avais même pas entrevues sur toi. Donc c'est aussi Oui, mais difficile de les aborder. moi je comprends parfaitement. Et puis Mm. la personne a le droit elle a totalement le droit de refuser, comme d'ailleurs beaucoup de personnes ont refusé. Mais ensuite, quand tu regardes les épisodes, à aucun moment, je me permets une question qui dépasse la notion du cinéma. À aucun moment. Tout est lié Ah au oui, cinéma. absolument. Voilà. Et puis je me dis Absolument. qu'à partir du moment où tu te retrouves, à partir du moment où tu crées une chaîne YouTube dans Mm. laquelle tu vas parler de toi à travers les films, de tes goûts, de ta subjectivité, je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas parler de ton rapport au cinéma avec quelqu'un d'autre. Tu le fais avec des milliers d'abonnés face cam. Mais quand tu le fais avec quelqu'un qui te regarde réellement et qui est à côté de toi, tu dis tiens, là c'est différent. Et c'est pour ça que Saad a raison quand il dit les chaînes YouTube, on a l'impression qu'on parle à quelqu'un quand on est face cam, mais en fait on parle à personne. Mm. On parle à un objet qui est devant soi, mais on parle à Ouais. personne. Mais quand on est en live ou quand on est dans une interview à côté de quelqu'un, là c'est différent parce qu'on sait là qu'on est regardé par quelqu'un. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je me dis, à partir du moment où tu crées ta propre chaîne YouTube, où tu y vas, quoi, tu te lances, Mm. eh bien, tu es dans le game, tu es dans la règle du jeu. Donc, peut-être que tu accepterais de parler de ton rapport au cinéma. Et encore une fois de plus, à aucun moment, je dérape, je dévie. Aucun Ah non, moment. non, absolument. Ça, Ah non, c'est... non, ça, c'est Parce que sûr et petit certain. 1, c'est pas... Voilà. Donc, Mm. pour moi, c'est logique, finalement. Ouais. Ouais, mais c'est un rapport qui est compliqué, hein. Quand on se lance sur Internet, je sais pas si on est sûr de tout ce qu'on fait, en fait, de nos intentions. Des fois, on y va, tu vois, ben, c'est ce qui s'est passé avec toi pour Querelle. Toi, évidemment, tu as un rapport à la critique particulier, parce que tu en as fait ton métier. Mais il y a des gens, ils se lancent parce que ben, ils veulent parler, mais en fait, ils se rendent pas compte de tout ce que ça enfin, Tu, comporte de- et tout ce que ça induit.
oui, tu as raison, tu deviens un personnage public. Et Mm. plus tu as d'abonnés, tu deviens un personnage public à Absolument. qui on pose plein de questions. Et surtout, tu deviens un personnage public qui a des responsabilités. Et Mm. ça, c'est très important. Quand par exemple, Ah, il n'y a plus de ah, caméra. il n'y a plus de caméra. Alors attends, je vais T'inquiète, il a pas de souci. je sais pas pourquoi. Voilà. Hop là. Pardon, C'est excuse-moi. bon. Pas de Et donc souci. je disais, tu as des responsabilités. Mm. Quand par exemple tu as je ne sais combien de milliers d'abonnés, il faut faire attention à ce que tu dis. Si tu commences à déraper de parler d'autre chose que de cinéma, Mm. là tu rentres dans une autre sphère. Il faut faire très attention, très très attention, parce que tu as vraiment une communauté. Mm. C'est très impressionnant cela. Et puis les questions que pose la communauté, c'est aussi incroyable. Moi une fois j'ai fait un FAQ euh, et il y avait quelqu'un qui a commencé à dire du mal de Reggie Legoria. Mm. Et j'ai dit très gentiment, non, je suis désolé, mais pas de ça chez moi. Ça, je ne veux pas. Je suis désolé. Et ça s'est arrêté ainsi. Et voilà, il n'y a plus de problème. Une fois, j'avais organisé un live sur Claude Sauté. Bon, Ludovic Maubreuil, que j'avais invité, il a écrit un livre, c'est récent. Et moi, je voulais parler avec quelqu'un qui soit un peu de ma génération, même s'il est légèrement plus vieux que moi. Et j'avais pas encore vu le documentaire qui était passé, qui était pas encore passé sur la 5 mince, je vais retrouver le nom parce qu'en plus de cela, je l'ai invité et c'est honteux de ma part. Alors attends, excuse-moi, faut quand même que je retrouve le nom. C'est Amine Metsaris. Pardon, excuse-moi, Jules, mais Je t'en prie, je t'en prie. c'est important que je n'écorche pas son nom. Alors, donc c'est oui, Amine Mestari, pardon. Basta. Pardon, Amin Mestari, qui donc, j'avais pas encore vu son film. Et donc, pour moi, j'avais entendu parler qu'il allait avoir un film, et le live était prévu bien avant la diffusion. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas contacté. Et je commence à lire le livre de Ludovic Maubreuil. Et j'y trouve une rhétorique qui me. Il y a quelque chose qui va pas. Et je commence à me dire, bon, on va s'intéresser un petit peu à ce garçon. Et je regarde, et je m'aperçois que ce mec écrit dans une revue d'extrême droite. Qu'est-ce que je fais? Je l'invite pour parler de cinéma. Hein. On parle que de cinéma, c'est tout. Mais non, c'est pas possible. J'en parle avec des potes très très chers, qui sont critiques de cinéma. J'ai un groupe comme ça d'amis très chers qui sont critiques de cinéma. Et je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ils me disent, fais gaffe, ne fais pas un truc comme ça. Et je crois que c'est Fabien ou Victor, je ne sais plus, mais ils ont bien la même chose, qui me disent, tu as une responsabilité, Samir. Fais gaffe, tu as une grosse responsabilité. Et effectivement, je ne l'ai pas invité, je lui ai écrit, je lui ai expliqué la conception de la chose, mais non, je ne peux pas inviter quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi et de l'inviter sur mon espace, chez Microciné, ou pour parler de cinéma. Hein. Mais je peux pas. Ça n'est pas possible. Donc on a vraiment des responsabilités, c'est très très important. Nous sommes des personnages publics, nous avons une communauté, nous répondons aux questions de la communauté. Certains restent dans le cinéma, d'autres, de temps en temps, dévient. Et surtout, nous avons des responsabilités. Ça, c'est très important. Et c'est ce que j'apprends de jour en jour. Et je vois ça, et je commets parfois des erreurs. J'essaie de me rattraper, mais c'est pas si évident. On est sur YouTube, hein. C'est ouvert sur le monde. C'est mieux ou pire, je sais pas, que la télévision. C'est autre chose, la télévision. Là, on est sur YouTube. Donc, c'est pour ça il faut faire vraiment très attention à ce qu'on dit. Ah, très bien. Je crois que c'est pas mal ce qu'on s'est dit. Je pense que on peut s'arrêter là pour cette fois. Moi, je suis très curieux de voir comment va évoluer ta chaîne, puisque bah, c'est tout récent. Donc, j'ai envie en fait qu'on se revoie, mais peut-être si tu es toujours là et si je suis toujours là dans un an, par exemple, de rediscuter. J'aurais envie qu'on s'étale sur plein d'autres sujets, qu'on parle de films notamment. Je me retiens, évidemment. Mais, mais ouais, je pense que le mieux, c'est qu'on en reste là et on se retrouve un peu plus tard. De toute façon, on va beaucoup se retrouver, si j'ai bien compris. On a plein d'émissions ensemble. Et en tout cas, moi, j'ai adoré ce moment. C'était très intéressant. C'était ma première interview de toute ma vie aussi. J'ai C'est jamais vrai? interviewé quelqu'un. Ah bah je suis content d'ouvrir le baptême alors Ouais, d'être c'est ça. ton. Ah bah c'est la première interview me concernant sur YouTube aussi. Et voilà. Voilà. C'est la première fois. Très bien. Et
Et puis, merci beaucoup Bah, de ce moment. C'était très sympa. C'est moi qui te remercie, c'était une belle surprise et j'espère que ça sera pas. Enfin, voilà, j'ai mon fait croquer, je suis content. Voilà, j'ai mon Voilà, fait c'est croquer. ça. Donc ça me fait plaisir. Donc merci beaucoup, Jules, en tout cas. Là, pour le coup, t'es un vrai Merci à gardien. toi. Je lance le générique. Tu lances le générique. C'est ça, c'est ça. C'est très bizarre de terminer la vidéo d'un autre. Bon, merci Alors, à tous. je t'en prie. Merci à toi. Et puis, salut. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me.